Si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que ce soit parce que le marché crypto est en train de s'effondrer. Il s'effondre. Et même si les raisons de ce crack sont nombreuses, elles rentrent presque toujours dans les mêmes catégories. C'est pourquoi aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le marché crypto est en train de plonger, et s'il s'agit d'un simple dip à racheter, ou du début de nouvelles chutes encore plus profondes. Salut, moi c'est Jay, et crois-moi, cette vidéo, tu ne peux pas te permettre de la rater. Alors est-ce que t'es prêt ? On va commencer. Je commence quand même en précisant que rien de ce que tu vas entendre n'est un conseil financier. C'est uniquement du contenu éducatif pour t'expliquer pourquoi le marché crypto peut s'effondrer. Et si tu aimes ce type de contenu, dis-le moi en commentaire, rajoute un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors les crashs crypto viennent généralement d'un catalyseur macroéconomique baissier, d'un catalyseur propre à la crypto ou d'une combinaison douloureuse des deux. Mais avant de plonger dans ces catalyseurs, il faut parler du plus important de tous, l'effet de levier. Dans la crypto, il est très courant de trader avec du levier. En clair, ça veut dire trader avec de l'argent emprunté, de l'argent qu'on ne possède pas. Par exemple, si tu trades avec un levier x10 et que tu mets 1000 $ en marge, tu peux trader avec une position de 10 000 $. Ça augmente fortement tes gains potentiels, mais aussi tes pertes potentielles. Imagine que début septembre, tu aies vu le Dogecoin monter comme ça et que tu aies eu la bonne idée d'ouvrir une position longue, c'est-à-dire un pari à la hausse, en levier x10. En levier x10, je te rappelle que si le prix bouge de 10% dans la mauvaise direction, tu te fais liquider. Et ben 10%, c'est juste cette variation-là en rouge là. Donc tu serais rentré en long en levier 10 sur le Dogecoin à ce niveau-là. Aujourd'hui, ta position serait liquidée. Et c'est exactement pareil dans l'autre sens. Regarde, si tu avais ouvert une position short ici, c'est-à-dire un pari à la baisse, et ben le prix serait tellement monté qu'il aurait dépassé la zone de liquidation ici, et donc tu te serais fait liquider. Quand le prix monte et qu'il y avait des traders comme ça qui avaient parié à la baisse et qui se font donc liquider, on appelle ça un short squeeze. Et alors pour identifier si effectivement il y a eu de grosses liquidations ou pas, tu peux aller directement sur le site de coinglass.com, tu cliques sur liquidation, ensuite tu cliques sur 24 heures et tu regardes le montant des liquidations. Là, sur les dernières 24 heures, il y a 1,3 milliard $ qui ont été liquidés en position longue, c'est-à-dire en pari à la hausse. L'autre outil que j'aime bien utiliser et que je te montre régulièrement sur la chaîne, c'est la Liquidation Heatmap. Et donc on voit que le prix, il est encadré par des zones de couleurs, et plus les couleurs sont vives, plus elles sont jaunes, plus il y a des gros montants à liquider. Et donc là, on voit qu'on a eu un petit short squeeze juste ici, pour les 117 000 $, qu'on est reparti à la baisse, et que là, on a eu des énormes liquidations longues. On est venu racler toutes ces liquidités, et depuis, le prix est en train de consolider. Et alors, qu'est-ce que sont ces zones de liquidation là ? Ce sont des traders qui avaient parié à la hausse et qui se sont fait liquider puisque le prix est revenu dans leur zone de liquidation. Ils ont parié à la hausse ici, mais comme ils ont utilisé du levier, parfois x10, x15, x50, x100, leur seuil de liquidation était dans ces zones-là. Là, ici, on voit qu'il y a 45 millions $ qui ont été liquidés. Juste en dessous, il y en a eu 39. Juste en dessous encore, on a eu 35. Toute cette zone-là cumulée a engendré de dimanche à aujourd'hui plus de 1,8 milliard $ de liquidation longue. Et alors, je termine de t'expliquer. Puisque ces traders-là avaient parié à la hausse, ils avaient ouvert donc des positions longues, et c'est ce qu'on appelle également des achats. Un achat, c'est un pari à la hausse, c'est une position longue. Et la clôture d'un long, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est une vente. Donc, le prix arrive dans leur zone de liquidation, ça déclenche la clôture instantanée de leur position, et donc ça engendre des ventes. Et qu'est-ce que font les ventes ? Eh ben, poussent le marché encore plus vers le bas. Du coup, l'effet s'amplifie. Le prix touche les liquidations poussent le prix vers le bas, le prix qui baisse va toucher d'autres liquidations, et donc on appelle ça une cascade de liquidation. C'est pour ça qu'on a traversé rapidement ici. Et ça peut être déclenché par n'importe quoi. Ça peut être déclenché par des market makers, mais généralement, ils se positionnent également ici à l'achat, donc le prix aura tendance à rebondir, mais des fois il suffit d'un simple petit catalyseur comme une guerre qui s'intensifie brusquement, ou un président américain qui sème le doute sur l'économie mondiale. L'impact réel sur la crypto pourrait être minime, mais suffisant pour déclencher une énorme vague de liquidation de longue, à cause de tout l'effet de levier présent dans le marché. Et alors, pour mesurer tout cet effet de levier présent dans le marché, on peut suivre un indicateur très simple qui s'appelle l'open interest, l'intérêt ouvert. C'est la totalité des positions ouvertes avec effet de levier sur le marché. Pour vérifier cet indicateur, tu peux aller sur un site comme coinalize.net, tu vas dans Futures Data, tu cliques sur Global Charts, et le premier graphique, c'est l'open interest. Et donc tu vois le cumul là avec tous les plus gros exchanges. Et là par exemple, tu vois que dimanche, on était à 111 milliards d'intérêts ouverts, et lundi, on est descendu à 102 milliards. Aujourd'hui, on est à 101. Donc on a bien rincé l'open interest. Ça veut dire qu'il y a plein de positions qui se sont faites couper ou liquider, équivalent de 9 à 10 milliards $. C'est énorme. D'ailleurs, ça se voit ici sur les liquidations. Du coup, tu vois ces milliards de dollars de crypto vendus automatiquement en un laps de temps très court, et c'est ça qui fait plonger brutalement les prix. Et ce n'est pas tout. Si cette baisse pousse le Bitcoin ou l'Ethereum ou une autre crypto majeure en dessous d'un niveau clé, on va dire 100 000 $ sur Bitcoin ou 4 000 $ sur Ethereum, ça déclenche encore plus de liquidations longues, mais aussi de la panique chez les traders et chez les investisseurs. Du coup, ça entraîne plus de liquidations, ce qui pousse les prix
encore plus bas que prévu à court terme. La bonne nouvelle, c'est que ces cascades de liquidation sont généralement de courte durée. Elles se terminent après quelques jours au maximum. Ensuite, la crypto connaît souvent une reprise en V. On appelle également un V-bottom. Comme ici, on a fait un bottom là, on est remonté directement. Du coup, la courbe fait un V. Ici, les traders ont réalisé que les prix sont tombés beaucoup trop bas et se remettent à racheter le dip. Petite anecdote, cette reprise en V est souvent amplifiée par des short squeeze déclenchés par ceux qui avaient shorté au plus bas. Eh oui, parce que là, regarde, on a bien chuté, là on est en train de consolider, mais déjà ici, on est en train de créer une poche de liquidation. Et si le prix remonte dedans, eh ben il peut se produire exactement la même chose dans le sens inverse. Et donc ce sera plus des liquidations longues, mais un short squeeze. Alors attention tout de même, la trajectoire, donc la direction que va prendre le prix après une grosse liquidation dépend toujours du catalyseur qui l'a provoqué. Si c'est un événement grave qui peut continuer à perturber les marchés, alors le dip sera peut-être moins racheté et la reprise plus difficile. Ce qui nous amène donc maintenant à regarder les catalyseurs macroéconomiques pour un crack crypto. Quand on analyse les causes potentielles d'un crack crypto, il faut sortir du cadre technique et regarder les forces macroéconomiques mondiales. Ces catalyseurs externes ont souvent un impact bien plus fort que n'importe quel indicateur graphique. Alors tout d'abord, il y a les politiques monétaires et les taux d'intérêt. Lorsque la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, ou la BCE, relève leurs taux, le crédit devient plus cher et la liquidité disponible sur les marchés diminue. Les investisseurs se détournent alors des actifs risqués, dont le Bitcoin et les altcoins, pour se réfugier dans des placements jugés plus sûrs comme les obligations d'État. A l'inverse, une baisse des taux crée des conditions idéales pour un retour massif de capitaux dans les cryptos. Ensuite, il faut également surveiller l'inflation et ses conséquences sur le marché. Une inflation persistante oblige les banques centrales à maintenir une politique restrictive, qu'on appelle un QT, Quantitative Tightening, et cela freine donc mécaniquement les flux entrants dans les marchés crypto. Si l'inflation au contraire ralentit, cela peut signaler un assouplissement monétaire, un QE, un Quantitative Easing, et donc ça va jouer en faveur des actifs risqués. Chaque publication d'indice des prix à la consommation, le CPI, ou de données économiques clés devient donc un événement attendu par les traders crypto. Là par exemple cette semaine, vendredi, on a le PCE Core, qui est l'indice des prix à la consommation des ménages, et avec le CPI, l'indice des prix à la consommation, ce sont les deux indices majeurs que regarde la Fed pour arbitrer sur la hausse, la baisse ou le maintien des taux directeurs. On a eu le FOMC la semaine dernière avec l'annonce de la baisse des taux, mais bon, 0,25%, c'est pas terrible. Également, Jérôme Powell n'a pas été très optimiste, donc ce PCE Core est attendu par beaucoup de personnes pour spéculer sur l'avenir justement des actifs à risque. Alors le plus important, c'est l'indice annuel. Le dernier indice était 2,9%. Idéalement, ce serait bien qu'il descende un peu. S'il augmente, ça éloigne les chances que la Fed baisse une deuxième fois les taux avant la fin de l'année. Et là, pour le marché crypto, ça sentirait vraiment pas bon. Ensuite, évidemment, il y a les tensions géopolitiques, les conflits armés, les tensions commerciales entre grandes puissances ou l'instabilité politique créent de l'incertitude globale. Les investisseurs deviennent alors plus frileux et réduisent leur exposition aux actifs volatiles. Parfois, la crypto peut jouer un rôle de valeur refuge temporaire dans certaines régions. Mais globalement, la peur tend plutôt à retirer de la liquidité du marché crypto. Malheureusement. Un autre indice important à regarder, c'est la force du dollar américain, le DXY. Le ticker sur TradingView, c'est DXY. Le Bitcoin étant coté en dollars, la valeur du billet vert joue un rôle crucial dans le cours du Bitcoin. Un dollar fort attire les capitaux mondiaux et exerce une pression baissière sur le marché crypto. Et à l'inverse, un affaiblissement du dollar crée un environnement favorable à une hausse des cryptos. Et là, comme tu le vois, depuis début janvier 2025, le dollar est en train de chuter. Et ça correspond parfaitement et c'est complètement aligné avec la politique de Trump. Lui, ce qu'il veut, c'est que le dollar baisse pour qu'effectivement les produits américains deviennent compétitifs. Moins le dollar est cher, plus les investisseurs auront envie d'acheter des produits en dollars. Donc une chute du dollar, c'est plutôt un bon signe pour le marché crypto. Et enfin, le dernier catalyseur macroéconomique à surveiller, c'est la conjoncture économique globale. Récession, ralentissement de la croissance, baisse de la consommation, tout cela limite l'appétit pour le risque. Les marchés traditionnels et le marché crypto ne sont plus totalement décorrélés. Une chute des actions entraîne souvent une chute parallèle du Bitcoin. Bon, en résumé, surveiller uniquement le graphique du Bitcoin ne suffit pas. Pour anticiper un crash, il faut intégrer dans son analyse l'évolution des taux d'intérêt, de l'inflation, du dollar, du climat géopolitique et de la santé économique mondiale. Ces catalyseurs peuvent agir comme des détonateurs pour une correction brutale du marché. Alors, si les catalyseurs macroéconomiques peuvent provoquer ou amplifier un crash, il existe aussi des risques propres au marché crypto. Ces dangers internes sont parfois encore plus imprévisibles et violents car ils viennent de l'intérieur de l'écosystème.
On a vu tout à l'heure les cascades de liquidation, on va pas refaire le sujet, mais également il y a la fragilité des stablecoins. Les stablecoins comme l'USDT ou l'USDC sont la colonne vertébrale de la liquidité crypto. Si un stablecoin majeur perd son peg, c'est-à-dire son ancrage au dollar, même temporairement, cela peut déclencher une panique. L'exemple le plus marquant reste l'écroulement de Terra USD et du token Luna en 2022, qui a effacé des centaines de milliards de dollars de capitalisation du marché en quelques jours. Ça a été même un des plus gros catalyseurs du bear market 2022. Ensuite, il y a les hacks et les failles de sécurité. L'écosystème crypto reste vulnérable aux attaques, les plateformes DeFi particulièrement, les bridges interchains, les exchanges centralisés, les portefeuilles même. Un seul hack de plusieurs centaines de millions de dollars peut déclencher une onde de choc, déstabiliser la confiance et provoquer des ventes massives. Le manque d'assurance ou de garantie dans ce secteur accentue encore plus le stress des investisseurs. Bon, aujourd'hui, les hacks sont quand même beaucoup moins fréquents que par le passé et ont quand même également beaucoup moins d'impact. On regarde l'exemple de Bybit cette année. Ils se sont fait hacker 1,3 milliard de dollars en Ethereum. Bon, le marché n'a pas sourcillé. Pourquoi ? Parce que maintenant, les exchanges ont les reins solides. Ils ont de la liquidité et ils se sont même entraidés. On a vu Binance qui a envoyé des fonds, de la liquidité à Bybit pour qu'ils puissent tenir la vague massive de retrait des cryptos de la part des utilisateurs qui ont eu peur. Mais en réalité, sur les exchanges centralisés, maintenant, les fonds sont garantis. C'est la plateforme qui se fait hacker. Mais aujourd'hui, ils sont tellement gros que même 1,3 milliard de dollars, bon, ils étaient capables de les assumer eux-mêmes et de ne pas les impacter sur les utilisateurs. Enfin, il y a une règle de base en crypto qui dit not your keys, not your coins. Les keys, ce sont en fait tes adresses sur la blockchain. Et donc, tant que tu es sur un exchange, ta crypto, elle est sur une clé, certes, mais qui appartient à l'exchange, pas à toi. C'est pourquoi on dit, si c'est pas ta clé, ce n'est pas exactement ta crypto. C'est pourquoi moi, dans le doute, je laisse très peu sur les exchanges. La plupart de mes cryptos sont sur mes propres clés qui sont gérées par ma clé Ledger. Ensuite, un autre risque, c'est la concentration des capitaux. Une grande partie du Bitcoin et de certaines autres cryptos est détenue par un nombre limité de baleines et de fonds d'investissement. Là, ici, tu vois une petite infographie qui va montrer la répartition du Bitcoin en fonction de la taille de portefeuille. Et tu vois qu'il y a 22 millions de portefeuilles qui détiennent moins d'un Bitcoin, 560 000 portefeuilles qui détiennent entre 1 et 10 Bitcoin. On est considéré baleine quand on détient entre 1000 et 5000 Bitcoin. Et ça représente 2000 portefeuilles. Et tu vois, sur le Bitcoin, c'est quand même plutôt bien réparti. La majeure partie du réseau est quand même détenue par les petits poissons. Mais bon, si ces gros acteurs décident de vendre en masse ou de prendre leur profit, le marché n'a pas la profondeur suffisante pour absorber ces volumes sans chuter violemment. Cette dépendance à un petit groupe d'acteurs rend le marché particulièrement instable. Et enfin, il y a les risques réglementaires ciblés. Parfois, ce n'est pas une décision politique globale, mais une action juridique contre une plateforme ou un projet précis qui déclenche la panique. Une annonce de poursuite par la SEC contre un exchange ou une interdiction dans un grand pays peut suffire à faire s'effondrer la confiance. La SEC, je te rappelle, c'est le gendarme financier américain, l'équivalent de l'AMF en France, l'autorité des marchés financiers. Et donc, comme le marché est interconnecté, la peur se diffuse immédiatement à l'ensemble des cryptos, même celles qui ne sont pas directement concernées. Pour résumer, le marché crypto est jeune, fragile et sensible. Un hack, un problème de stablecoin, une cascade de liquidation ou une attaque réglementaire peut suffire à provoquer une correction majeure, voire un véritable crack. Et on a pu effectivement le vérifier par le passé. Alors, au-delà des facteurs macroéconomiques et des risques internes, il y a un troisième élément clé qui peut précipiter un crack. Le comportement des investisseurs. Car au final, les marchés sont faits d'êtres humains et d'algorithmes qui imitent les émotions humaines. Premièrement, la peur et la cupidité. Cet indice, je te le montre souvent, le Crypto Fear and Greed Index. Le marché crypto est particulièrement guidé par deux émotions, la peur et la cupidité. Quand les prix montent rapidement, la cupidité prend le dessus, les investisseurs craignent de manquer le train, c'est ce qu'on appelle l'effet FOMO, Fear of Missing Out, et entrent massivement, ce qui alimente encore plus la hausse. Mais dès que le marché se retourne, la peur prend le relais et les mêmes investisseurs vendent dans la panique, accélérant ainsi la chute. C'est pourquoi si tu veux être sûr de pas te planter, je te conseille tout le temps de regarder cet indice, tu vas sur CoinMarketCap, tu vas voir le Crypto Fear and Greed Index, et idéalement tu achètes tes cryptos dans les zones d'extrême peur, comme ici là au mois d'avril, et tu revends tes cryptos dans l'extrême cupidité, comme ici au mois de novembre-décembre 2024. Pour l'instant, on n'est pas du tout encore en extrême cupidité, ce qui me laissera penser qu'il y a encore une dernière jambe haussière pour venir atteindre ce niveau, une dernière phase d'euphorie avant une belle correction pendant le bear market, ce qui viendrait selon moi clôturer ce bull run 2025, qui peut d'ailleurs se terminer début 2026. Et alors ensuite, il y a les bulles spéculatives. L'histoire de la crypto est marquée par des cycles de bulles. En 2013, avec la première envolée du Bitcoin. En 2017, avec l'euphorie des ICO. En 2021, avec la folie des NFT et de la DeFi. Ces bulles attirent des millions de nouveaux entrants. Mais elles finissent toujours par éclater, laissant derrière elles des pertes colossales pour ceux qui sont arrivés trop tard. Ensuite, il y a évidemment l'effet de masse et le mimétisme. Les investisseurs crypto suivent souvent les tendances sociales, c'est-à-dire ce que disent Twitter, X, Reddit
ou les influenceurs. Quand une rumeur circule ou qu'un gourou annonce vendre ses positions, cela peut déclencher un mouvement massif. Cet effet moutonnier rend le marché encore plus instable que les marchés traditionnels. Ensuite, il y a la confiance dans la technologie et les projets. La crypto repose sur des postulats. Bitcoin, c'est de l'or numérique. Ethereum, c'est le pétrole numérique. Et les NFT vont révolutionner l'art. Quand ces postulats sont remis en question, par une faille technique, un projet qui échoue ou une hype qui retombe, la confiance se brise et les capitaux fuient à vitesse grand V. Évidemment, il y a le rôle des médias. Les médias grand public amplifient les émotions du marché. Quand tout va bien, ils titrent sur le Bitcoin à 100 000 $, que le Bitcoin est une valeur refuge, et ça évidemment, ça attire les investisseurs novices. Mais dès que ça se retourne, ces mêmes médias vont nous sortir des gros titres alarmistes. Le Bitcoin est mort, la dangereuse explosion du Bitcoin, sauf qui peut. Et ces titres, évidemment, aggravent la panique et précipitent les ventes. Pour résumer, le marché crypto est une gigantesque scène psychologique où la peur, la cupidité, le mimétisme et les postulats dominants jouent un rôle central. Comprendre le sentiment des investisseurs, c'est comprendre la moitié du marché. Alors ensuite, pour expliquer une chute, on peut également voir le rôle de la régulation. La régulation joue un rôle fondamental dans le marché crypto, et elle peut à elle seule provoquer ou amplifier un crack. D'abord, il y a les annonces réglementaires. Une simple déclaration d'un régulateur majeur comme la SEC aux États-Unis, l'AMF en France ou la BaFin en Allemagne peut suffire à déclencher une vague de ventes. Les investisseurs perçoivent ces annonces comme des signaux de risque, même si elles ne concernent qu'un projet spécifique. Il y a également les interdictions et les restrictions. Certains pays peuvent interdire le trading crypto ou imposer des restrictions sur les exchanges. Par exemple, la Chine a interdit le mining et les transactions crypto à plusieurs reprises. Ces décisions ont provoqué des chutes massives du prix du Bitcoin et des altcoins. Également, il y a la conformité et le KYC et AML. Les exigences de conformité, KYC, donc Know Your Customer, le fait de connaître ton utilisateur, et l'AML, Anti-Money Laundering, donc c'est la régulation contre le blanchiment d'argent, peuvent ralentir la liquidité et compliquer les transferts entre exchanges. Quand les régulateurs imposent de nouvelles règles strictes, cela peut provoquer une panique temporaire, surtout chez les traders qui utilisent encore beaucoup de plateformes non régulées. Également, il y a les audits et les enquêtes. Les audits ou enquêtes sur des exchanges, sur des stablecoins ou sur des projets DeFi peuvent faire trembler le marché. Même une simple investigation peut être interprétée comme un signal de danger, poussant ainsi à des ventes massives. Et il y a également l'effet psychologique. La régulation n'est pas seulement un facteur technique, c'est aussi un facteur psychologique. Les investisseurs craignent des restrictions futures et agissent de manière préventive, souvent en vendant rapidement. Cela peut créer une boucle auto-renforçante. La peur d'une régulation entraîne des ventes, les ventes font baisser les prix et la baisse alimente encore plus la peur. C'est le serpent qui se mord la queue. Et enfin, il y a des différences selon les juridictions. Certains pays adoptent une régulation favorable à la crypto, ce qui peut stimuler les investissements. On pourra citer ici les États-Unis. Et d'autres, comme l'Europe notamment, adoptent une approche restrictive ou punitive, ce qui accentue l'incertitude et les risques de crack. Comprendre ces différences est crucial pour anticiper les réactions du marché et éviter de paniquer à tort. Donc pour résumer, la régulation peut être un catalyseur puissant pour les crashs crypto. Même si le marché a des fondamentaux solides, un seul geste des autorités peut provoquer un effet domino sur les prix, car la peur et l'incertitude se propagent à vitesse grand V. Alors dans le marché crypto, tous les événements ne sont pas égaux. Il est crucial de différencier les catalyseurs temporaires des catalyseurs permanents, car leur impact sur le prix et la trajectoire d'un projet est totalement différent. D'abord les catalyseurs temporaires. Ce sont des événements qui n'altèrent pas fondamentalement le projet ou l'écosystème. Exemple, l'annonce d'un partenariat stratégique, l'inscription sur une nouvelle plateforme d'échange, une mise à jour mineure ou une hype soudaine sur les réseaux sociaux. Leur effet est souvent court terme, ils peuvent provoquer un pic de prix rapide, mais ce pic s'essouffle dès que l'excitation disparaît. Un exemple concret historique, le listing des contrats futurs Bitcoin sur le CME en 2017. À court terme, cela a fait grimper le prix du BTC, mais cela n'a pas changé les fondamentaux du Bitcoin. Cela a marqué le sommet du cycle de 2017, mais n'a pas eu d'impact long terme. Ensuite, il y a les catalyseurs permanents. Ce sont des événements qui modifient durablement les fondamentaux du projet ou de l'écosystème. Exemple, l'approbation d'ETF Bitcoin Spot qui permet aux institutions américaines d'investir directement dans le Bitcoin. Ça change la dynamique de la demande de façon durable. Leur effet est long terme, même si l'impact immédiat sur le prix peut sembler limité. Les marchés anticipent souvent cette évolution et ajustent les prix progressivement. Maintenant, on va voir les catalyseurs temporaires baissiers. Parfois, un événement temporaire peut provoquer une baisse locale ou un creux de cycle. Exemple, dans la collection NFT Pudgy Penguins, les fondateurs ont été accusés de mauvaise gestion de fonds et écartés par la communauté. À court terme, le prix a chuté, marquant ainsi le creux local du cycle. Mais le projet a ensuite continué et est devenu l'une des plus grandes collections de NFT. Le marché a tendance à surréagir à ces catalyseurs baissiers temporaires, car certains investisseurs pensent à tort qu'ils sont permanents. Ensuite, il y a les catalyseurs baissiers permanents.
Ces événements sont plus difficiles à détecter et sont souvent la véritable raison pour laquelle un projet sous-performe ou chute durablement. Exemple classique, les insiders qui vendent régulièrement leurs tokens dès qu'ils sont débloqués. On a vu le plus gros scam de l'histoire des États-Unis cette année avec le token Trump, où on a seulement 58 wallets qui ont fait d'énormes profits, des millions de dollars, alors qu'à l'inverse, plus de 764 000 wallets ont perdu de l'argent. Là, clairement, les 58 étaient des insiders qui ont acheté au bon moment et revendu au bon moment. Et tous ceux qui sont arrivés après le train, ils se sont fait tondre. Alors normalement, les insiders ont plutôt intérêt à faire monter le prix d'abord et à vendre progressivement lorsque la demande est forte, plutôt que de provoquer un crash. Mais là, sur le token Trump, comme tu peux le voir ici, c'était sans pitié, pump and dump. Tu vois, depuis, il s'est jamais relevé. Moi, je connais des gens qui l'ont acheté au top, là, sur les 77 $. Et là, on est à 7 $, donc ils ont été divisés par 10. Si ça, c'est pas un scam. Après, il faut aussi comparer l'offre et la demande. Une baisse de prix n'est pas toujours liée à une nouvelle offre massive. Parfois, c'est le manque de demande qui provoque la baisse. Les grands unlocks de tokens peuvent sembler dramatiques, mais si le marché manque de liquidité ou d'intérêt, ce sont les investisseurs existants qui déterminent la pression sur le prix. En exemple concret, on a eu un unlock de 90% des tokens du Solana en janvier 2021. Donc le prix était à ce moment-là à 1 $. Et sur ce même cycle, on est monté jusqu'à 250 $. Donc on a fait x 250. Car après l'unlock de 90%, la demande était au rendez-vous et a absorbé l'offre progressivement, jusqu'à multiplier le prix du token par 250. Un autre exemple concret, c'est SUI. On a eu de gros unlocks l'année dernière en 2024, mais l'altcoin est resté parmi les meilleurs performeurs de la seconde moitié de l'année. Car des insiders ont utilisé leur token comme collatéral pour acheter plus et les retails ont suivi. Ce qui fait que la courbe ne ressemble pas à ça, mais au contraire, elle a une évolution plutôt saine. En résumé, il faut toujours analyser le contexte derrière un catalyseur. Les catalyseurs temporaires influencent le prix à court terme, les catalyseurs permanents modifient durablement le projet ou le marché. Savoir les distinguer permet de ne pas paniquer inutilement ou de rater une opportunité. Mais la question que tout le monde se pose après un crash, c'est est-ce que ma crypto va se relever? La réponse dépend de plusieurs facteurs. Pour schématiser, on a 4 scénarios possibles. D'abord, on a un catalyseur baissier permanent et une macroéconomie haussière. La récupération est donc probable, mais limitée. Ensuite, on a le cas d'un catalyseur permanent et d'une macroéconomie baissière. Là, pour le coup, on a un risque de chute prolongée, voire même d'un bear market. Troisième cas, le cas d'un catalyseur temporaire et d'une macroéconomie haussière. Le rebond sera rapide et fort. Et enfin, le cas du catalyseur baissier temporaire et d'une macroéconomie baissière. Le rebond est possible, mais plus lent. En résumé, la récupération dépend du type de catalyseur et de la situation macroéconomique. Là, au moment où j'enregistre cette vidéo, les conditions macro deviennent progressivement plus haussières. La liquidité augmente avec la baisse des taux aux États-Unis. Même si c'est que 0,25% de baisse des taux, ça fait quand même plus de liquidité sur le marché. L'incertitude qu'avait créée la guerre des tarifs de Donald Trump diminue. Avec un contexte macroéconomique qui devient plus favorable, il y a de bonnes chances que la plupart des projets crypto se redressent relativement rapidement. Moi, à mon avis, il n'a pas changé depuis 2 semaines. D'ailleurs, regarde, je l'avais déjà tracé il y a 2 semaines. Mon scénario, ce serait qu'on vienne d'abord tester cette zone de support là sur les 110 000 $, qu'on reprenne un peu de vigueur, un beau petit rebond sur les 112 000, 113 000 $, sur le haut du canal baissier, puis une correction plus sévère où là, on irait chercher plus en profondeur la zone de support sur les 104 000 $ pour enfin repartir à la hausse. Alors, c'est pas dit non plus qu'on aille aussi bas, on peut aussi très bien faire ça, repartir, casser le canal haussier à la hausse, reprendre appui dessus et repartir à la hausse. C'est aussi probable. Pour l'instant, le Bitcoin n'a pas montré beaucoup de signes de force. Donc le premier scénario, le scénario rouge, est celui que je privilégie. Pour l'instant. On va voir comment il réagit pendant les prochains jours. Si tu es arrivé jusque là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Comme on l'a vu, le marché crypto peut chuter pour de nombreuses raisons. Liquidation massive, catalyseur macroéconomique, catalyseur spécifique à la crypto et régulation. Chaque situation est unique et comprendre ce qui se passe derrière les chiffres est crucial pour ne pas paniquer ou manquer une opportunité. Mon but avec cette chaîne, c'est de t'aider à comprendre ce qui se passe sur le marché crypto. Si tu veux approfondir encore plus ton analyse et comprendre comment fonctionnent les cycles de marché crypto, ce qui fait monter les prix et comment repérer les sommets et les creux, tu peux aller voir ma vidéo qui explique pourquoi les marchés crypto montent. Je te mets le lien en haut à droite. Et évidemment, si tu as envie de te lancer dans le trading, je te rappelle que j'en ai fait une vidéo complète. Qu'en plus de ça, tu peux nous rejoindre gratuitement sur Discord. Commencer le trading, c'est pas simple. Donc pouvoir partager ton expérience avec d'autres traders, ça n'a pas de prix. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche un like et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!